Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, ce soir, c'est une réunion du comité de stratégie, donc on ne prend pas de décision ce soir. On écoute des présentations, puis on va en tenir compte dans nos réunions futures pour des informations que vous avez partagées avec nous. Alors, pour commencer, on a une présentation d'organismes. Donc, la première, c'est le Centre des arts et de la culture, Madame Séverine Fox. Madame Paula Morin. Bonsoir, Monsieur le maire adjoint. Bonsoir. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous présenter donc l'état des lieux et les perspectives stratégiques du Centre des arts et de la culture, en vous présentant rapidement la mission et la vision du centre, mais aussi les réussites qui ont été celles du centre en 2022 et les objectifs que sont les nôtres pour 2023. Chacune de ces grandes dimensions se reposant sur trois axes stratégiques qui sont la gouvernance et les ressources humaines d'une part, la santé financière d'autre part, et puis les grandes activités stratégiques pour finir. Et on vous présentera aussi les défis futurs. On ne peut pas commencer sans vous dire que la raison d'être du Centre des arts et de la culture se résume en quelques mots qui sont l'art pour tous et tous pour l'art. Les arts et la culture jouent un rôle essentiel en termes de développement de l'enfance et de pleine citoyenneté culturelle. C'est une valeur ajoutée à la communauté. Donc, la mission, c'est une mission qui est très large, inclusive et multidisciplinaire. Les réussites. Alors, au niveau de la gouvernance et des AH, nous avons renouvelé le conseil d'administration, les comités stratégiques et l'équipe de gestion. Et tout dernièrement, le poste de direction artistique a subi un changement et qui a été nouvellement rempli par 2 ressources humaines qui sont Christian Kitt-Gauguin et Guylaine Cyr. Donc, au niveau des relations et d'attentes stratégiques avec les organismes, c'est sûr qu'on devrait citer la ville de Dieppe. Il y a aussi les autres organismes qui sont de près et de loin, qui font partie des partenaires et des parties prenantes. Dans donc les réussites, en tout cas l'état des lieux de la santé financière en 2022, on veut vous faire savoir que la sortie des 4 dernières années n'a pas été facile, elle a été relativement complexe. La fin de l'exercice financier 2021-2022, assez délicat. Pour autant, c'est une gestion très attentive et précautionneuse qui a été établie en début d'exercice dernier pour rejoindre un équilibre prévisionnel financier. Aujourd'hui, on peut compter sur la réintégration de multiples appuis financiers à différents paliers, à la fois comme fonds d'urgence pour favoriser la diffusion et la programmation, mais aussi le soutien de fonctionnement, celui de la ville de Dieppe, très important aussi pour mener à bien nos opérations et nos projets stratégiques, mais aussi d'autres fonds pour le réengagement des publics ou alors encore la sécurité, l'aménagement des espaces. En termes de répartition financière, il semblait important de vous faire savoir qu'en termes de revenus, indépendamment des revenus autonomes que le centre génère à 42% plus, c'est la ville de Dieppe au niveau municipal avec presque 23% qui est notre premier appui financier, suivent bien sûr le niveau provincial et le niveau fédéral. En termes de dépenses, c'est à plus de 55%, 57,7% que nos dépenses sont dirigées vers les salaires et les 2 autres parts étant représentées pour les cachets à presque 19% et puis les cachets d'artistes, on s'entend, et puis en frais d'administration et d'opération à 23%. En termes de réussite 2022, dans le volet des activités stratégiques, ce qu'on voulait signaler, bien sûr, c'est le retour en présentiel avec la relance
globale des activités du centre et une relation et un soutien permanent aux résidents du centre, puisque la maison compte à peu près 6 résidents réguliers qui sont des organismes qui opèrent dans différentes disciplines, littérature, danse, musique. On a une programmation qui a été artistique et culturelle qui a été largement bonifiée sur les derniers mois passés. Entre l'exercice 22 et 23, on compte pas moins de 25 spectacles, donc 3 à guichets fermés qui sont cette année pour nous une très bonne nouvelle et un signe malgré tout de retour dans les salles. On a autant d'expositions, d'artistes exposés qui ont tourné en roulement dans nos 2 grands espaces que sont la galerie ou les espaces ouverts, et puis autant de séances de cinéma ou de conférences avec des partenaires fidèles depuis ces dernières années. Un autre grand moment pour le Centre des Arts de la Culture, ça a été le lancement de la membriété, la carte de membre, qui a eu lieu cette année en début de saison et qui commence doucement, sereinement à montrer ses effets, avec des avantages bien sûr économiques pour les acquéreurs de cette carte, mais aussi le premier festival de culture cadienne qui a été présenté en juin 2022 et qui se représente cette année ici chez nous en août 2023, avec un partenariat très solide dans le monde de la musique et de la chanson avec le Grenier Musique. Et puis aussi la création d'un nouvel espace accueil voué à rendre le trafic dans le centre plus sécuritaire, donc un nouvel espace qui a été, avec l'aide de Patrimoine canadien, installé et qui permet donc un flux plus contrôlé de cet espace et puis des allées et venues dans le centre, plus direct. Parmi aussi les autres activités stratégiques qu'on voulait vous nommer, bien sûr, il y a le conseil artistique qui est prêté à une série de partenaires ou d'organismes proches pour des événements majeurs. Le banquet d'expansion Dieppe en est un, mais aussi le concert bénéfice de l'Ukraine qui a eu lieu l'année dernière au mois d'avril, ou encore le lancement de la Fierté de Dieppe il n'y a pas si longtemps que ça. Puis la dernière activité qui nous a beaucoup occupés et qui aurait pu être une réussite en cours de route parce qu'elle nous permet d'être beaucoup plus reconnaissables, c'est la refonte intégrale de notre stratégie et la modernisation de nos outils de communication. Sur le front communication, il y a un gros travail qui est opéré. Puis vous avez sur vos pupitres un des exemples, un des volets qui est le rapport d'activité papier, outil de communication qui sera renouvelé bien évidemment dans quelques semaines pour l'exercice qui se finit bientôt, mais qui est donc le dernier en date que vous avez sur vos pupitres. Il serait maintenant temps de parler des objectifs 2023, toujours avec cette trilogie de thématiques au niveau de la gouvernance et RH. On va vous dire que nos objectifs, bien sûr, c'est de poursuivre dans la relance qui est la nôtre en termes de changement, évolution positive, de rechercher aussi un objectif, c'est de rechercher les expertises requises dans différents domaines. Par exemple, un CPA qui est recherché comme personne ressource sur notre comité finance, mais aussi d'autres en ressources humaines, étant donné que les ressources humaines sont un volet très important qui nous occupe à la fois pour consolider, faire grandir l'équipe et assurer une pérennité à ce niveau-là. On a aussi toutes les nouvelles synergies en termes de partenariat qui nous occupent beaucoup. On est passé très vite tout à l'heure, mais la liste des partenaires est déjà très ample, mais elle ne cesse de se développer et d'augmenter parce qu'on reste avant tout une maison ouverte à tous les organismes de la communauté. Et le mot se passe bien parce qu'on en a de plus en plus qui viennent nous voir aussi pour discuter partenariat. Puis, on est aussi à l'aube de démarrer les travaux pour la définition de la planification stratégique 2024-2027 qui est un travail qui va nous occuper dans les prochains mois. En termes de santé financière, je le disais tout à l'heure, l'intégration, la recherche d'un CPA qui semble une denrée rare parce qu'on a du mal à en trouver une. On est toujours sur la recherche. La poursuite de la diversification de nos sources de financement est un objectif important au niveau pour assurer et pérenniser notre santé financière. Il y a des nouveaux leviers qu'on veut activer qui n'ont pas encore été activés. En l'occurrence, un qui consiste à se tourner vers le Conseil des arts du Canada, qui nous est rendu possible maintenant parce qu'on a un nouveau statut qui nous a été reconnu et qui a été l'ouvrage d'années précédentes de travail sur ce dossier. Puis aussi, il y a quelque chose qu'on compte vraiment faire, c'est rejoindre le milieu des affaires de façon plus importante et pour à la fois activer la sensibilité, les donations, les levées de fonds auprès de ce milieu. Et vous soulignez, me semble important de vous souligner que la semaine dernière, le Centre des Arts de la Culture de Dieppe vient de devenir membre de la Chambre de commerce du Grand Moncton, justement pour aller dans cette direction. Parmi les activités stratégiques qui nous animent aussi, on poursuit dans nos efforts pour toujours plus contribuer au rayonnement culturel du Grand Dieppe.
Notre objectif aussi, c'est de continuer à donner envie au plus grand nombre de collaborer et aussi d'investir dans les arts et la culture. Mais aussi, parmi nos objectifs, c'est celui de réengager les publics et en développer de nouveaux. Il y a toujours de nouvelles, on va dire sur le plan sociétal, toujours de nouveaux publics à intéresser et à amener dans l'enceinte des arts et la culture. Créer un pont toujours plus fort entre le Centre des Arts et les infrastructures culturelles locales, pour ne citer que la Maison d'Oiron ou encore l'Uniplex, ou d'autres entités. Donc ça, c'est un de nos objectifs, puis qui doucement se matérialise avec la collaboration qui existe entre nos différentes équipes. Bien sûr, toujours proposer une programmation de qualité diversifiée qui laisse place à la découverte. Cette année, en tout cas, les travaux en cours pour la prochaine saison voient l'ajout de disciplines nouvelles comme la danse, en termes d'art de la scène et d'art vivant proposés. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Puis, Paula Morin le disait tout à l'heure, je souligne la présence de Christian Kidd-Gauguin qui nous rejoint justement à la programmation au développement des arts de la scène pour l'avenir, pour le futur. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore pour conclure? Dans les activités stratégiques, je voudrais souligner le développement majoritaire de ce qui est donc la visibilité, la notoriété du centre. On travaille à travers les outils de communication, bien sûr, mais pas seulement. Il y a un projet qui est en cours de développement qui est sur la signalétique extérieure du centre pour sa visibilité, avec un projet de marquise, mais aussi d'éclairage additionnel pour rendre plus fort la présence du centre. Et puis, dans ce développement, bien évidemment, la contribution, la collaboration qui existe entre les départements partenaires, la ville de Dieppe et le Centre des Arts est très, très importante et très effective. Puis, on a aussi comme objectif de rénover et d'élargir les capacités de la maison grâce à un fonds qui s'appelle le Fonds des espaces communautaires offert et proposé par le patrimoine canadien qui nous permettrait pour un futur, on n'espère pas si loin, créer un espace de bar interne. Le fait qu'on ait créé une nouvelle entité billetterie accueil nous libère des espaces qui pourraient voir justement l'instauration d'un bar fixe, parce qu'aujourd'hui, depuis 10-12 ans que le centre existe, il a un bar qui, on va dire, assez limité pour servir des activités parfois un petit peu restreintes pour la capacité qu'on a à servir notre public. On a aussi l'objectif de réaménager un peu les espaces bureaux du centre, mais aussi d'acquérir de nouveaux équipements divers et variés. Puis enfin, comme dernière activité stratégique qui me semble importante de vous souligner, c'est le studio de poterie. La plupart d'entre vous savent que le centre excelle et est reconnu pour la qualité et l'envergure de l'espace de création poterie et céramique, qui depuis quelques mois a été mis non pas en stand-by, mais en observation et en réflexion pour créer un nouveau modèle de gestion qui permettent d'avoir un technicien coordinateur qu'on nous venons d'identifier il y a quelque temps. Et donc, l'atelier de poterie va réouvrir sous peu. En fait, officieusement, il a réouvert aujourd'hui, puisqu'on a une artiste d'antan qui vient réutiliser le lieu, mais ce sera coordonné par un technicien céramiste expert qui sera en mesure de gérer les flux, gérer les présences et organiser la vie de cet atelier. Voilà ce que je voulais vous dire pour les objectifs de ce 2023. OK, alors nos défis futurs. Donc, on a au niveau de financement, RH, ça fait partie de nos défis futurs. Consolider ou développer des bonnes pratiques d'inclusion et de diversité et d'éco-responsabilité. S'adapter au niveau d'évolution technologique et numérique et de différentes formes de divertissement disponibles. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire adjoint. Premièrement, félicitations. Moi, ça fait plusieurs années déjà que je côtoie le Centre des Arts par ma profession professionnelle. Vraiment, au cours des années, j'ai vraiment vu la progression des activités, puis comment le centre prend plus de vie à chaque fois, puis le lobby est tout le temps occupé, il y a tout le temps quelque chose, puis j'admire votre travail. Merci beaucoup. J'avais une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais par rapport à l'engagement des nouveaux publics, est-ce que en ce moment, vous avez l'impression que la programmation offerte reflète les gens qui vivent en ville par rapport à la population immigrante et le pourcentage anglophone aussi qui vivent en ville? Est-ce que
vous sentez qu'on vient chercher toute la diversité qu'il y a en ville dans la programmation? On y travaille. Okay. La collaboration avec le CAFI nous permet effectivement de toucher déjà toute une frange de cette population des nouveaux arrivants, mais pas seulement. Je pense que la notoriété aussi qui bouge du centre fait que d'autres populations viennent chez nous pour découvrir ce qui s'y passe. Puis c'est vrai qu'on a une programmation des arts de la scène, des arts visuels, mais aussi d'autres disciplines avec des organismes qui font venir les gens et pousser les portes. La jeunesse et la famille, qui sont quand même inscrits dans le mandat et dans la mission du centre, sont là pour diverses raisons, mais on travaille beaucoup depuis 2 ans à proposer plus de programmation artistique et culturelle pour les jeunes et la famille, en intégrant et en profitant de la synergie avec le Salon du Livre de Dieppe, justement pour proposer des spectacles jeunesse et famille. On s'ouvre à la discipline de la musique. On a sur notre conseil d'administration nouvellement nommé une représentante de la jeunesse qui est là dans la salle. Je salue la présence d'Ophélie Chiasson qui vient de nous retrouver depuis 2 mois ici. Donc effectivement, on essaye de développer cette capacité. Je pense qu'on a de bons outils pour n'oublier personne, puis qu'il s'agisse aussi de nos activités, on va dire, artistiques pures, mais aussi les activités culturelles qui nous permettent d'offrir des prestations événementielles à d'autres organismes, qu'ils viennent d'Inde, qu'ils viennent d'Afrique, ils viennent rapidement nous retrouver parce qu'ils savent qu'on a une gamme de services qui est très vaste. Et donc, j'ai l'impression qu'on est sur cette voie d'inclusion de plus en plus de toutes les communautés. Félicitations. Merci. Merci, Mme Boudreau. Mme Turgeon-Roy. Merci. Merci, Séverine Paula. La question que je voulais poser, c'est par rapport à l'offre de service aussi, mais au niveau de la programmation, peut-être parler un petit peu de l'association qu'on a avec le district scolaire, les écoles et tout ça, parce que je sais que c'est un rôle important pour nous en termes d'implication de la jeunesse, là. OK, donc sur ce volet du district, il y a différentes formules de collaboration. Une qui est pérenne depuis plusieurs années, c'est à travers le groupement d'action de l'éducation en français, le GACEF, qui nous accompagne tous les ans pour proposer un projet tantôt avec les chorales, tantôt avec les harmonies des écoles, qui voient tous les ans un parcours didactique, pédagogique entre l'œuvre d'un artiste, musique, chanson, et puis ces chorales ou ces harmonies des écoles. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Le district scolaire francophone vient aussi chercher beaucoup de services ou d'offres artistiques et culturelles auprès de nous. Donc, on a une relation pérenne, en l'occurrence aussi qui passe par les écoles secondaires. On a une relation très serrée avec une troupe de théâtre communautaire semi-professionnel qui s'appelle le Théâtre du Tsar, qui est porté par un monsieur qui est au sein des écoles, vice-directeur d'école de l'Odyssée. Avec Mathieu Martin aussi, on développe pour la saison prochaine, on a un projet de co-présenter chez Mathieu Martin, dans l'auditorium de Mathieu Martin, un spectacle de rap. On va aussi avoir du hip-hop. Donc, effectivement, on propose aussi de plus en plus des activités qui vont s'adresser au public scolaire. Et puis, tout dernièrement, ça date de la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec des représentantes du district scolaire anglophone qui cherchent justement à rentrer en contact avec nos propositions pour servir leur communauté d'enseignants en immersion. Donc ça, c'est quelque chose d'assez novateur et nouveau parce qu'ils voient dans le Centre des arts et de la culture de Dieppe un outil, en tout cas un organe qui est en mesure de servir, d'alimenter cette population de, me disait-il, plus de 6000 enseignants du district anglophone en immersion francophone. Donc, c'est une vaste population qui pourrait être amenée à fréquenter et à utiliser et à vivre les expériences artistiques et culturelles du Centre des Arts. Madame Godbout. Merci. Très belle présentation. Je suis toujours excitée d'entendre ce que vous faites. Je vous trouve un partenaire vraiment clé pour la ville de Dieppe et pour notre communauté, surtout le lien culture, langue, dans le rayonnement de la francophonie. Je trouve que vous êtes vraiment un partenaire clé. Alors, s'il vous plaît, continuez votre beau travail. Une petite question de suivi. J'étais curieuse. On a beaucoup de conseils, différents comités qu'on rencontre. Vous avez un enjeu qui existe dans plusieurs, qui est le renouvellement de vos ressources humaines, mais aussi votre conseil d'administration. Je vois un gros renouvellement que vous avez fait dans la dernière année. Alors,
Je sais que ça prend beaucoup de travail, alors félicitations encore aussi pour ça. Je suis curieuse à savoir, lorsqu'on est des nouveaux membres, on a vécu ça comme des nouveaux conseillers, là, ce qu'on appelle le onboarding est vraiment important. J'étais curieuse, quelle sorte d'approche que vous avez pour accueillir vos nouveaux membres des conseils d'administration, puis comment vous les amenez c'est sûr qu'ils arrivent avec un intérêt là, déjà dans ce que vous faites, mais comment vous faites pour les embarquer dans la mission et dans tout cet aspect-là de rayonnement de la culture que vous faites? Tu réponds? Oui? Comme tu veux. C'est sûr qu'on a un manuel, donc on a une belle brique à leur donner au début. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions. Je suis là, même le soir, la fin de semaine. Puis, c'est ça, on a des réunions, on a... Oui, Paula a raison. Il y a beaucoup d'informations qui est donnée concrètement. On tend beaucoup à numériser, à digitaliser pour aussi aller dans le sens de cette politique éco-responsable. Donc, la version papier est devenue digitale, ce qui nous permet aussi de la mettre à jour beaucoup plus facilement parce que au niveau de la gouvernance, les politiques, les mandats, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, ont été accumulées depuis 12 ans, puis on veut travailler aussi là-dessus. Mais en fait, effectivement, c'est de la rencontre humaine parce qu'on embarque dans un projet comme ça parce qu'on a envie de développer à la fois la mission, mais aussi les relations professionnelles. On tend à rendre toutes nos réunions de CA aussi des moments conviviaux. Donc, il est toujours avant ou après offert quelque chose pour qu'on ait le temps d'échanger. Et puis, dans le cas d'Ophélie, je pense qu'elle peut en témoigner. On s'est rencontrés déjà 2-3 fois avant qu'elle embarque. Puis, voilà, c'est ça. On a un site web qui raconte beaucoup de choses. Moi, je suis très, très fière, mais aussi persuadée que l'outil du rapport d'activité permet de donner en quelques coups de page une vision complète de ce qu'est la philosophie du centre et puis ses valeurs. Donc voilà, c'est vraiment... on n'a pas de formation, c'est sûr qu'on voudrait créer un moment, genre une mise au vert, à la fois avec les ressources humaines de l'équipe administrative et puis pourquoi pas aussi avec le CA, un moment de rencontre, mais petit à petit, on consolide sur nos méthodes, mais en tout cas, elles marchent bien parce que c'est la première fois que le Centre des Arts a ouvert publiquement un appel à candidature pour ses membres du conseil d'administration. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, ça se faisait, on va dire, en bouche à oreille, de façon un petit peu cooptation. Puis là, on a ouvert, on a eu beaucoup de candidatures et on était vraiment satisfaits de la réponse de nos nouveaux administrateurs. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, alors moi, je vais faire mes commentaires aussi. Je vous regarde aller au Centre des arts et de la culture, puis je pense qu'il y a eu une grande amélioration par rapport au passé. Quand je vais au Centre des arts et de la culture, ces jours-ci, je m'aperçois, je constate un fourmillement incroyable comparativement au passé. Alors, je pense que c'est un signe que le Centre des arts est bien vivant et continue à bien fonctionner. Alors, je vous remercie et continuez votre beau travail. C'est nous qui vous remercions pour votre soutien. Merci. Maintenant, la prochaine présentation, c'est le Salon du livre de Dieppe avec Liette Paulin-Leblanc. Je parle-tu au micro? Ouais. Bonsoir, Madame Liette Paulin-Leblanc. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, OK, parfait. Donc, je vais vous présenter. Je suis la directrice du Salon du livre de Dieppe. Donc, Pouvez-vous rapprocher le micro un peu? Oui, là, c'est mieux. Oui. J'ai une petite voix, donc. Oui, c'est mieux. Je vais commencer par le mandat de l'organisme, mais vous êtes probablement tous au courant également les objectifs. Je vais parler un peu des réussites de 2022, mais je vais peut-être ajouter ceux de 2020 et 2021 également, puis un peu des défis qui s'en viennent. Donc, c'est certain que le mandat du salon, c'est de faire rayonner le français, de participer au rayonnement culturel de la société acadienne en milieu francophone. Puis on sait qu'ici, à Dieppe et dans tout le sud-est du Nouveau-Brunswick, en partant de Miramichi à Saint-Jean, qui est le territoire du district scolaire qu'on va couvrir en milieu minoritaire, donc c'est très important. Donc, notre objectif, je ne vais pas toutes les lire au complet, mais c'est de promouvoir la lecture, promouvoir les maisons d'édition, nos librairies locales, nos auteurs, puis susciter l'intérêt de la lecture pour améliorer les compétences des jeunes en littératie.
Ça, c'est notre grosse partie pour le volet jeunesse, mais on a également une belle programmation adulte pour lorsqu'on vieillit et qu'on grandit, qu'on tient notre culture et qu'on continue à lire parce qu'on sait que la lecture a beaucoup de bienfaits. Donc, nos réussites, on a eu notre dernière édition, la 32e au mois d'octobre passé. Donc, depuis 2020, début de pandémie, on a déplacé au Centre des arts et de la culture de Dieppe. On a eu une très bonne rétroaction du public, une très belle collaboration avec Séverine au centre. Partenariats qui se sont ajoutés depuis 2020, beaucoup de partenariats, donc le Wingate, Café Inclusio, Mercedes. Donc, les auteurs étaient très contents de se promener en voiture confortable lors du salon. Mais également beaucoup de partenaires avec l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. On va solliciter Kodak NB, Lire, Faire lire Acadie. On va voir la Société culturelle du Monument Lefebvre. Je pourrais les nommer, on n'a plus qu'une quarantaine de partenaires. Donc, on essaie vraiment d'aller rejoindre la communauté. Cette année, une nouveauté, on avait une station de livres audio, donc faire découvrir le livre autrement que nécessairement les pages et le livre physique. Puis, c'est certain que notre programmation, on essaie toujours de renouveler et d'aller élargir notre public pour atteindre vraiment de tous les goûts de la lecture. On a de la biographie, on va avoir des essais, du polar, donc on essaie vraiment d'être varié dans notre programmation. Ensuite, c'est certain que nos défis à venir, c'est les coûts. Je pense que, je ne sais pas, Cyrine, je n'étais pas là quand tu as présenté tes défis, mais on sait que les coûts augmentent, les salaires augmentent, les honoraires. Nous, on augmente les cachets qu'on va donner à nos auteurs pour être selon les normes. Les coûts opérationnels vont augmenter, donc c'est certain que les locations des chambres, les transports des auteurs, mais également le transport des livres pour ceux qui font la location des kiosques qui viennent. Donc, c'est des coûts qui sont plus élevés pour eux également. Donc, la programmation en général va être plus élevée. Le recrutement des exposants, c'est également relié au coût. C'est certain que souvent, nos grandes maisons d'édition, nos distributeurs, ça vient de Montréal. Donc, le coût de transport des livres, c'est très pesant. Donc, le coût augmente d'année en année. Puis, le recrutement des bénévoles, on a une assez bonne banque de bénévoles, mais c'est certain qu'avec la pandémie, il y en a qui étaient plus craintifs de venir en 2020, 2021. C'est toujours un défi, mais on se débrouille quand même assez bien. Puis nos bénévoles, quand on a des bénévoles, ils sont persévérants et on les apprécie beaucoup, puis ils sont présents durant une grande partie du salon. Donc, c'est tout pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci de votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Oui, Madame Godbout. Merci. Premièrement, je tiens à vous remercier pour le Salon du Livre. J'ai élevé 3 enfants et on a passé beaucoup de temps dans les salons du livre à explorer les livres et vous nous avez rendu la tâche un peu plus facile à vraiment justement embarquer nos enfants dans la lecture et d'autres choses. Mais il y a une question qui m'a toujours questionné, je me suis toujours demandé, puis je l'ai jamais exploré. C'est quand est-ce qu'on arrive au Salon du Livre, puis on est un parent qui veut justement effectivement acheter des livres. Nos enfants ne nous expriment pas nécessairement ce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'un parent s'y prend quand ils arrivent au Salon du Livre, un grand-parent qui arrive et qui veut faire l'achat de livres pour essayer de trouver le livre qui est en lien particulier? Parce que la façon que c'est organisé, c'était différent. Les différents, c'est les maisons d'édition, les maisons d'édition, etc. Puis je vais t'avouer, là, c'est... tu t'en retrouves pas vraiment. Tu es déjà pas sûr que ce que tu vas faire, là, mais tu sais que tu veux trouver des livres, puis tu cherches des recommandations et d'autres choses. Fait que moi, je m'y prenais, puis je parlais avec chaque maison. J'essayais de trouver comme qu'est-ce que vous offriez, etc. Mais j'ai 3 enfants à couvrir. Ça prenait un peu de temps. Avez-vous des moyens, puis je pense à ça en termes de augmenter les ventes, là. Oui, dans le sens, les gens arrivent puis ils veulent acheter, là. Sont des acheteurs captés. C'est des gens qui arrivent là pour acheter. Comment est-ce que vous vous prenez dans le Salon du Livre pour essayer d'encourager cette vente-là ou cet achat-là de livres, pour essayer de faire des recommandations aux personnes? Y a-t-il des choses que des gens devraient faire avant de se présenter ou y a-t-il des choses que vous faites pour recommander ou mettre les intérêts en lien avec les personnes qui rentrent, etc. Je pose la question, c'est peut-être vaste, mais ça fait... J'ai fait le trajet plusieurs années, j'ai toujours eu le même défi. Puis j'y pensais pas d'année en année, puis je suis convaincue que je suis pas la seule parent ou grand-parent. Puis ça, c'est une autre affaire. Les grands-parents nous demandent comme parents, qu'est-ce qu'on achète aux enfants?
mais je leur disais tout le temps un cadeau puis des livres. Quel livre? Puis c'est beaucoup de recherche. Fait que on veut, comme parents, as-tu des suggestions pour les parents de comment s'y prendre puis qu'est-ce qui les attend pour vous autres? C'est certain que, comme Salon du livre, nous, on ne fait pas la vente de livres. Donc, on ne choisit pas les livres qui sont exposés. Puis, on a souvent la demande des parents ou du public de classer les livres en jeunesse, adulte. Donc, mais c'est pas comme qu'on rentre à une librairie. C'est vraiment par exposant parce qu'ils font la location de leur kiosque pour exposer leurs livres. Quand les parents viennent nous voir, ou même adultes, n'importe qui vient nous voir pour des recommandations, souvent, moi, quand ils viennent me voir personnellement, je peux les conseiller, mais nos bénévoles, souvent, vont les diriger vers les maisons d'édition ou vers la libraire ou les libraires qui sont présents. Parce que, comme Annie, qui est à la librairie La Grande Ourse, c'est certain qu'elle va représenter beaucoup de maisons d'édition, donc elle va connaître beaucoup plus ses livres. Mais nous, comme Salon du livre, c'est pour ça qu'on offre une programmation. Donc, c'est certain qu'avoir la programmation ouverte au public, puis quand les parents vont avec les enfants aux animations, puis découvrent la programmation, s'ils la voient avant, c'est certain qu'on peut aller voir les intérêts des enfants, puis ils peuvent choisir à quel événement ils veulent aller. Puis quand ils rencontrent les auteurs, mais là, c'est certain que les auteurs également peuvent les guider. Mais moi, je recommande, c'est d'aller voir les exposants, d'aller voir les auteurs qui sont sur place, les libraires, puis de poser des questions selon l'intérêt des enfants. Il faut, pour qu'un livre soit intéressant, puis pour capter l'attention des enfants, il faut que ce soit intéressant. Parce que même nous, comme adultes, si on commence un livre puis c'est pas intéressant, les chances sont qu'on va le laisser de côté. Donc, c'est vraiment d'aller captiver l'intérêt de l'enfant, mais il faut aller voir ce qu'il aime, dans le fond. Est-ce que vous faites un partenariat avec les bibliothécaires des écoles, par exemple, qui pourraient aussi être des conseillers peut-être en avance avec les comités parentaux d'appui à l'école pour essayer de donner d'autres outils aux parents? J'essaie de penser encore une fois à des façons que j'aurais utilisées. Ça, c'était une autre personne que des fois, je pouvais aller voir avec les partenariats. On offre une journée de formation. Donc, le mercredi avant le salon, c'est offert à tous les préposés en bibliothèque du district scolaire et des personnes qui travaillent en bibliothèque. Il y a une journée de formation, donc une demi-journée de formation, je devrais dire, puis ensuite, la demi-journée, ils font les achats pour leurs écoles et les bibliothèques publiques. Mais oui, justement, j'ai une préposée en bibliothèque qui vient de joindre mon CA, puis elle m'a déjà envoyé des recommandations d'auteurs à inviter. Mais oui, on les consulte, puis même, le district scolaire est un partenaire clé, donc on a quelqu'un qui siège à notre CA. Puis, à chaque année, j'envoie un courriel aux préposés en bibliothèque pour des recommandations d'auteurs à inviter dans les écoles. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, Mme Paulin-Leblanc, je vous remercie de la présentation. Puis, vous aussi, continuez le beau travail. Le Salon du livre, je sais que c'est un succès année après année. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, le prochain. Présentation sur le transport à la demande. Rapport 2022 avec M. Luc Richard. Alors, bonsoir, membres du Conseil, chers collègues et le public qui nous suit à la maison. Donc, nous sommes devant vous ce soir pour une mise à jour de notre projet pilote de transport à la demande. Donc, je suis accompagné ce soir avec ma collègue Annick Kenny qui va aussi prendre part à la présentation. Annick est une personne clé au niveau du succès et aussi du fonctionnement du transport à la demande. Donc, elle aura une partie à vous présenter ce soir. Donc, en gros, petite mise en contexte rapide pour se remettre dans le contexte. Le transport à la demande est actuellement offert en soirée, 18h30, 22h de lundi à vendredi, le samedi et le dimanche. Nous avons un minibus qui sillonne notre communauté et également des mini-fourgonnettes. On a présentement une augmentation fulgurante de la demande et le projet pilote est en place depuis fin juin, début juillet 2021 et en place tel qu'adopté par le Conseil jusqu'à la fin de cette année. Donc, comme vous allez voir plus tard avec la présentation de mon collègue Jérémy, donc, on est en train d'analyser la place du transport à la demande au sein de tout l'ensemble de notre réseau. Donc, ça fait partie de notre analyse en cours. Donc, certains avantages que le transport à la demande nous donne, évidemment, on parle d'une plus grande couverture de notre territoire. On parle également d'élimination et de la réduction des correspondances qu'on a lorsqu'on a des trajets fixes. On parle d'accès direct
aux destinations à l'intérieur de la municipalité et évidemment une possibilité d'augmenter la fréquence et le niveau de service. Donc, les défis, j'en ai parlé, on a une augmentation fulgurante des demandes de transport à la demande de nos citoyens. On a également l'agrandissement du territoire qu'on vient de voir, donc c'est une autre considération qu'il faut prendre en considération. Également, la capacité de notre fournisseur actuel qui nous offre ce service-là. Donc, plus d'heures qu'on veut offrir. C'est un petit fournisseur, donc c'est pas Kodiak Transpo, donc il faut prendre ça en considération. On a également notre minibus, nos véhicules qui prennent de l'âge, donc il faut planifier ce besoin de ce côté-là. Et c'est qui est impliqué par le transport de monde? Bien, évidemment, on a les clients actuels et futurs, mais aussi tous nos commerces ou nos entreprises qui sont sur le territoire de la municipalité. Puis là, je parle aussi des organismes comme l'aéroport, ainsi de suite, qui ont des clients intéressés. Donc, si on n'a pas le transport à la demande, il y a des alternatives, il y a des options. Donc, évidemment, on a des trajets fixes qu'on peut avoir. On a également la réduction de la zone de service. C'est ce qu'on avait avant le transport de monde. Donc, si on n'a pas de transport de monde, ça peut nécessiter possiblement une réduction de zone de service. Puis ça, c'est en raison particulièrement parce que nos gros autobus ne peuvent pas sillonner les mêmes rues que les plus petits véhicules. Évidemment, si on a juste des gros autobus qui sillonnent une partie du territoire, mais la réduction du niveau de service peut en subir. Également, on a un nouveau secteur de service qu'on veut viser, comme le bout de l'aéroport. On en a parlé déjà. On a des demandes de ce coin-là. On a du développement qui se fait également à l'est de la municipalité, Boulevard Dieppe, ainsi de suite. Donc, ce sont des nouveaux secteurs qu'il faut considérer. Et finalement, on peut aussi modifier notre horaire pour une alternative du transport à la demande. Je pense que les 2 prochaines, c'est bon. Donc, un rappel de nos objectifs et nos hypothèses lorsqu'on a mis le service en place. Donc, on cherchait d'améliorer le service aux clients. On voulait aussi réutiliser ou mieux utiliser les ressources à notre disposition. Puis en ce moment-là, il faut se rappeler qu'on était en pleine pandémie. Donc, évidemment, il y avait un achalandage réduit. Donc, on cherchait vraiment une solution à ce niveau-là. Ce qu'on avait fait comme hypothèse également, c'est qu'on se disait qu'on pourrait probablement réduire le niveau de kilomètres parcourus de nos véhicules. Qui, en soi, peut possiblement réduire nos coûts et améliorer notre service. Donc, c'était ça un peu nos hypothèses et nos objectifs plus spécifiques comme clients, mais je me répète peut-être un peu, là, mais un meilleur service à la clientèle qui touchait sur plusieurs de ces aspects-là. Au niveau des opérations, bien, ça tourne autour de justement maximiser nos ressources pour offrir un meilleur service. Donc, ça fait le tour un peu de la mise en contexte puis d'où on était. Donc, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Annick pour vous partager certaines statistiques clés des résultats pour 2022. Donc, bonjour à tous, mesdames les conseillères, monsieur le conseiller. Ça me fait plaisir de me joindre à Luc ce soir pour vous présenter l'évolution du projet pilote de transport à la demande avec les statistiques 2021-2022. Je commence immédiatement avec le nombre de trajets. Donc, nous sommes passés d'une moyenne de 442 trajets par mois en 2021 à environ 1032 trajets mensuellement en 2022. Outre l'amélioration au niveau de l'efficacité du système puis de l'augmentation de la clientèle, on pense que le retour à une vie plus normale après la pandémie est un des facteurs clés qui est venu influencer ce nombre à la hausse. La prochaine diapositive affiche les comparatifs pour affiche les diagrammes comparatifs de la deuxième moitié de l'année pour 2021 et 2022. En 2021, l'augmentation est principalement liée aux ajustements effectués au système et aussi à l'augmentation de la clientèle en début de projet pilote. En 2022, on peut voir une augmentation marquée et aussi que le nombre de trajets mensuels s'est stabilisé. OK. Donc, les coûts du projet en 2022 ont été d'environ 185 000 $. Ça inclut les coûts pour les conducteurs, les coûts pour l'entente avec Blaise, qui est le fournisseur de l'application qu'on utilise pour le service,
Ça inclut également les coûts de l'entente avec Answer 365, qui est le centre d'appel qui nous permet d'offrir le service de réservation téléphonique en dehors des heures d'ouverture de l'hôtel de ville. Et ça inclut également les coûts pour l'essence et l'entretien du véhicule. Si on compare avec les coûts à l'heure d'un autobus de Kodak Transpo qui se situe à environ 110 $, celui du service de TAD est d'environ 75 $. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que pour un coût moindre, on peut offrir un service de transport en commun sur une plus grande partie du territoire. Ça donne aussi, comme Luc le disait tantôt, un service de transport en commun avec des accès plus directs et d'autres avantages là, dont Luc a parlé précédemment dans la présentation. Les prix sont là. OK. Pour ce qui est de la distance des véhicules, Luc en a parlé précédemment. Les véhicules du service de TAD se déplacent en moyenne sur une distance autour de 3750 km par mois. Ça, c'est pour l'année 2022. Là. Si on compare ceci à une route fixe pour le même nombre d'heures de service, on arrivera à environ 5000 km par mois. Fait qu'on gagne quand même un peu de kilométrage. On avait parlé, puis on avait vérifié les chiffres auparavant, puis on pensait que c'était pas vraiment le cas. Mais là, on peut voir ici, là, peut-être avec les chiffres qu'on a de compléter pour l'année 2022, là, qu'on est quand même en mesure de gagner un peu de kilométrage. Pour ce qui est de la moyenne du nombre de passagers à bord du véhicule, la moyenne est passée, a varié en fait de 1,3 à 3,1 clients dans le véhicule en moyenne en 2022. Ceci, ça demeure un défi parce qu'on aimerait augmenter cette moyenne-là. Le véhicule a 11 places. Donc, on aimerait quand même travailler à augmenter le nombre de passagers à l'intérieur du véhicule. Cependant, c'est à noter qu'on reçoit la rétroaction des conducteurs qui nous informent que le minibus est parfois proche de sa capacité. Donc, ça arrive que le minibus a plus de clients, mais en moyenne, ça tourne autour de ça. On a aussi observé une augmentation du nombre de réservations de groupe. Donc, c'est plus toujours des réservations de une personne, mais ça arrive qu'on ait des réservations de 3 et 4 personnes. Là. Pour ce qui est des trajets refusés, en fait, on a augmenté une augmentation très marquée des refus à la fin de l'année 2022, comme vous pouvez voir, là, 187, 168 et 232 là, dans les 3 derniers mois de l'année. On a réagi à ce défi en ajoutant un deuxième véhicule à certains moments plus achalandés des samedis et des dimanches. Cependant, on pense que l'achalandage est tel qu'on est probablement à un point où le retour d'un trajet fixe à certains moments pourrait être nécessaire. On travaille également avec Blaise sur des ajustements qui pourraient possiblement venir booster l'efficacité du système pour être en mesure de venir réduire ce nombre de refus-là. Utilisateur unique, en fait, c'est simplement le nombre d'utilisateurs uniques pour 2021-2022. Donc, le comparatif, on voit qu'on a presque doublé le nombre d'utilisateurs là, depuis le lancement du projet pilote. L'évaluation des clients, c'est très bien. C'est une évaluation habituellement qui est faite via l'application mobile. Je pense que la dernière fois qu'on avait vérifié le pourcentage de clients qui offraient une rétroaction, je pense que ça tourne autour de 20 là, si je me souviens bien. Là. Donc, on a quand même relativement une bonne partie qui nous laisse une rétroaction, puis c'est quand même très bien. Donc, 4,9 sur 5 pour 2022. Ici, ce qu'on peut voir,
c'est des cartes, en fait, qui affichent les zones les plus achalandées. Donc, on remarque que le CF Champlain demeure le point le plus occupé pour les embarquements puis les débarquements. On remarque également que des clients qui vivent à l'extérieur des zones non couvertes par les zones fixes utilisent vraiment le service de TAD. Donc, on peut voir à l'est du boulevard Dieppe ou plus dans le coin aussi de l'aéroport, là, qu'on a vraiment une bonne demande là, puis du trafic là, qui se fait de ce côté-là. Et je vais repasser la parole à mon collègue. Donc, ce qui est intéressant de la diapo précédente que vous avez vue, c'est que c'est des données intéressantes qui nous permettent justement de réagir, de s'ajuster. Et c'est des données également que mon collègue Jérémy va pouvoir utiliser lorsqu'on est en train de planifier le plan de croissance. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui nous aident là, à améliorer le service. Donc, comme prochaine étape, évidemment, on a la proposition d'un concept, là, un plan de croissance qui vous arrive avec Jérémy dans quelques minutes. On va aussi intégrer un exercice de participation du public à l'intérieur de ce plan de croissance-là pour aller valider certaines choses qu'on propose au public. Et ça va inclure également la place du TAD dans ce nouveau réseau-là. On pense qu'il y a encore une place pour, mais différent de ce qu'on voit actuellement. Et pour ceux et celles qui souhaitent des améliorations au réseau, on a eu des rencontres récentes avec Kodak Transpo, puis on pourrait voir certains petits ajustements dès le mois de juin pour justement ajuster certains défis qu'on a tout de suite, comme vous avez pu voir, l'achalandage élevé. Donc, on vous revient avec ça très prochainement. Donc, ça fait le tour de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions. On est prêt à tenter d'y répondre. Une question de Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire adjoint. Sur la diapositive des trajets refusés, on voit ça plutôt produit à la fin de l'année. Est-ce qu'on a les raisons comme que c'est le système n'a juste pas pu le prendre ou qu'est-ce que étaient les raisons derrière les refus? En partie l'achalandage, donc quand il y a une grosse demande, puis la capacité n'est pas là, donc évidemment il y a des gens qui n'ont pas le service. Il y a aussi des fois des gens qui tentent à 2, 3 reprises ou 4, 5 reprises de faire le trajet. Donc évidemment, quand quelqu'un fait une demande de trajet, le système va vérifier de 60 minutes, je pense, aux tranches de 15 minutes, mais jusqu'à 60 minutes en avant, puis ensuite va retourner en arrière pour 30 minutes. Mais si ça ne fonctionne pas, il va refuser le trajet. Donc, il y a des gens qui pensent des fois que, tu sais, il n'a peut-être pas accepté ce que j'ai demandé, mais je vais essayer 2, 3 fois avec d'autres temps. Donc, ça ce n'est pas comptabilisé là-dedans, mais ça, c'est un facteur. Mais le gros, je dirais que c'est l'achalandage, puis la demande qu'on a par rapport à la capacité qu'on est capable d'offrir. OK, merci. Monsieur le conseiller Lantaigne. Merci beaucoup, Monsieur le maire adjoint. Couple de commentaires puis une couple de questions. Premièrement, j'aimerais sincèrement féliciter Luc puis son équipe pour ce beau projet-là. Je siège sur le conseil de Kodiak Transpo, puis je peux vous dire qu'ils se servent de Dieppe, Moncton et Riverview se servent ils n'ont parlé de ce projet ici. Puis ils s'en servent comme exemple, puis ils sont en train d'explorer l'idée aussi parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis a tellement fait un bon travail. C'est vraiment intéressant aussi de voir qu'on réussit à offrir un meilleur service à un coût moindre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner, puis en espérant que le transport de demande sera là pour rester. Il y a un bon niveau de satisfaction, ce que je peux voir, là. Ça a même augmenté en 2022, ça c'est parce que les usagers sont plus habitués. À un moment donné, je sais qu'il y avait des petits bugs avec le système, puis il y a des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas été au bon arrêt d'autobus, etc. Je vois que le niveau de satisfaction est quand même élevé, mais est-ce qu'on a encore des plaintes? Puis c'est quoi? Quelles sont les plaintes en particulier le plus qu'on voit ou que vous voyez? Bien, il arrive toujours parce que le système est encore en développement, mais je pense qu'on a atteint quand même un niveau de succès et un niveau de réussite. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a un niveau d'éducation également avec les utilisateurs, que ce soit des nouveaux utilisateurs, des fois, ils ne savent peut-être pas comment ça fonctionne ou ils interprètent les choses.
Mais il y a encore des petits pépins des fois, tu sais, par exemple, au niveau de l'optimisation du véhicule par rapport au trajet où les gens se situent, s'ils se situent du côté est ou côté ouest. Des fois, il y a des petits pépins comme ça. Donc, c'est des choses qui continuent de travailler. Mais peut-être pour revenir sur ton commentaire au niveau de la satisfaction des gens, c'est vrai qu'on a un niveau de satisfaction très élevé, mais comme Annick a dit, c'est probablement juste environ 20-22% des utilisateurs qui ont répondu. Donc, on sait que tout le monde n'est pas satisfait de l'outil. On a des gens qui n'utilisent pas le transport puis qui veulent voir le retour des trajets fixes. Puis on est conscient de ça, puis on le considère dans notre plan de croissance qu'on va vous amener. Donc, oui, il y a du succès, mais on sait qu'il y a quand même une certaine partie de la population qui, tout de suite, n'est pas satisfait avec l'offre qu'on est en train de donner. Donc, je veux juste mettre ça un peu en perspective. OK. Mais en même temps, souvent, on entend plus souvent parler des gens qui ne sont pas satisfaits que des gens qui sont satisfaits. Donc. Oh oui, regarde, on est satisfait quand même. Il y a quand même 20% des gens qui se prononcent positivement. Ça, c'est très bien aussi, puis absolument. L'autre chose, au niveau des utilisateurs, on parle de 1,3 à 3 en moyenne sur un véhicule qui peut comporter 11 passagers. On fait quoi pour justement augmenter la demande? Pour voir, est-ce qu'il y a assez de publicité de fait? Est-ce que... parce que c'est tellement un bon service, je me dis, je ne comprends pas qu'il n'y a pas plus de monde que ça qui l'utilise. Quoi que ça a augmenté, là? Oui, ben, je pense qu'Annick a fait allusion. Il y a toute la question de la société qui est en train de prendre son cours avec la pandémie. Les gens sortent plus. Donc, évidemment, il y a une plus grande demande d'achalandage. Donc, il y a tous les paramètres qu'on utilise avec l'outil qui est particulier pour chaque municipalité. Donc, si on voulait augmenter, par exemple, la durée qu'un individu peut passer dans le véhicule, on aurait peut-être plus augmenté le nombre de personnes dans le véhicule. Mais en même temps, c'est comme un équilibre qu'il faut aller chercher en termes du service à l'individu, puis aussi pour bénéficier l'ensemble. Fait que, comme Annick a également mentionné, le fait qu'on a une capacité de 11, ça permet des fois qu'on a des groupes de 5-6 personnes, des familles qui se joignent à d'autres. Donc, on a cette capacité-là, en plus que c'est accessible pour fauteuil roulant. Donc, au niveau de la communication, publicité, on a un très bon soutien de notre service de communication. D'ailleurs, vous avez vu sur nos autobus de 40 pieds de Kodiak Transport, on a des affiches qui parlent, par exemple, du transport à la demande. On a ça, donc ça circule. Dans nos abribus également, on a des communications pour le transport à la demande. Donc, on fait ce qu'on peut au niveau de la municipalité avec nos outils. Si on poursuit le transport de demande, évidemment, on va tenter d'avoir un meilleur, peut-être, partenariat officiel avec Kodiak Transport, parce que Kodiak Transport, peut-être tu l'as mentionné, cherche à aller faire du transport de demande dans le futur. Donc, si à un moment donné, qu'on peut s'aligner un peu mieux en termes de nos communications avec eux autres pour ça, ça pourrait peut-être aider à aller chercher d'autres clients. Oui, puis en même temps, étant donné que le projet est tout nouveau, c'est mieux de ne pas être à pleine capacité pour pouvoir permettre de s'adapter. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis encore une fois, félicitations. C'est un très beau programme. Merci. Conseillère Louitier. Merci beaucoup. J'avais une couple de questions. On a mentionné tout à l'heure, je me trompe, on a seulement encore un véhicule et pas plusieurs. Hein? C'est ça, un minibus. Okay. On a également 2, possiblement 3 mini-fourgonnettes. Donc, quand notre minibus est soit en entretien ou il y a des problèmes mécaniques, on a les mini-fourgonnettes qui viennent desservir le transport de monde. Parfait. Fait que on refuse des trajets. Comme j'ai pu voir, il y a une augmentation de 232 de refus. Est-ce que c'est dû à l'outil ou c'est dû parce qu'un tel temps de la journée, on est plein? C'est plutôt l'achalandage, l'augmentation de l'achalandage. Mon autre question à ceci, c'est ça fait qu'on a les coûts, là. Il y a des... Si on augmente les véhicules, est-ce que les coûts fixes tels le Blaise, est-ce que ça reste la même chose, etc.? Ça fait qu'on est capable de sauver énormément en ajoutant d'autres minibus. Si on ajoute d'autres mini-fourgonnettes, oui les coûts vont juste augmenter juste pour ça. Les coûts de Blaise, ça ne change pas. Puis l'essence, qu'est-ce qui est variable? C'est variable, mais c'est ce que je vous mentionnais tantôt. Partie de nos défis, c'est parce que c'est un mini fournisseur qui est un petit fournisseur qui a commencé avec nos navettes. On lui a demandé de prendre le transport à la demande. Il y a un maximum de capacité actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut se brancher et décider dans le futur où est-ce qu'on voit notre transport à la demande.
pour assurer que notre fournisseur de services de transport de monde sera capable d'augmenter une capacité. Tout de suite, on n'a pas beaucoup de capacité d'augmenter le niveau de véhicules là, en même temps. Avec ce fournisseur-là, mais on pourrait aller à l'extérieur, peut-être qu'il y aurait d'autres fournisseurs ou Absolument. est-ce qu'on est vraiment limité? Absolument. Ça fait partie de notre analyse qui est en cours. Est-ce qu'on est satisfait de la grosseur du minibus? On entend que de bons commentaires, autant des conducteurs qui s'y trouvent très bien et des utilisateurs, parce qu'il est facile. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer, mais pour embarquer et débarquer du véhicule, c'est vraiment facile. Fait qu'on entend que des bons commentaires de ce côté-là. Ah, c'est bien. Ben, moi, personnellement, je le trouve très beau, puis je trouve qu'il donne une très belle visibilité à la ville. J'avais une autre question tout à l'heure, puis c'est ça qui m'a apporté à la question des coûts, parce que j'ai pu entrevoir que parce qu'on avait une croissance, on regardait avec des coûts fixes au lieu de peut-être regarder à ajouter des minibus qui nous coûteraient moins cher. Pourquoi on irait de ce côté-là? Si j'ai bien compris, là, je vais tenter d'interpréter. C'est à cause de l'achalandage qui augmente. Oui. On n'est pas capable vous avez de... mentionné qu'on allait probablement augmenter nos autobus qui ont des trajets fixes au lieu d'augmenter les minibus. Puis peut-être qu'on n'est pas rendu là, vous êtes peut-être seulement dans l'analyse, mais ça m'a posé la question. Je me dis, mais pourquoi ça nous coûte moins cher les minibus qu'on changerait de l'autre tendance? Non, je comprends votre question. Donc, oui. C'est une bonne question, mais je pense qu'à un moment donné, il y a comme un seuil. Il y a comme un seuil, à un moment donné, de capacité qu'on est capable d'offrir, même en ajoutant un autre minibus. Il y a quand même un seuil, là, à un moment donné, qu'il faut regarder. Puis c'est ce qu'on est en train d'analyser pour vous amener, là, pour voir qu'est-ce qui est mieux. Parce qu'avec les statistiques des deux cartes, comme on peut voir, où est-ce qu'est l'achalandage majeur. Donc, c'est ce qu'on regarde à faire, c'est de revenir possiblement avec certains trajets fixes sur le long de ces routes-là. Parce qu'on pense également qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le transport en commun tout de suite, qui pourraient possiblement l'utiliser, puis qui ne l'utilisent pas parce que c'est le transport de monde. Donc, on sait qu'il y a une capacité là qu'on peut aller chercher additionnelle. Mais votre réflexion est très bonne. OK, merci. J'aurais une dernière question. Rappelez-moi encore, ça fait que c'est le soir, à partir de 6h30? 18h30 jusqu'à 22h. Et puis les fins de semaine? Puis le samedi, c'est de 6h30 le matin jusqu'à 21h30. Oui. Et le dimanche, de 10h à 18h. OK, merci. C'est tout? C'est tout. Merci beaucoup. Bon, je ne vois pas d'autres questions, mais moi, j'en ai une. C'est au sujet des statistiques sur l'achalandage. À la page 40, je vois que en 2021, la courbe est très haute. C'est bas au début, ça monte, puis ça descend à nouveau. Comparé à 2022, où c'est pas mal plus stable. Est-ce que vous avez une idée, vous faites l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Vous parlez de la diapo qui... Oups. C'est à page 40. Oui, c'est celle-là. On a toujours, que ce soit pour le transport de monde et le transport en commun, il y a toujours une augmentation en septembre et octobre. Puis on se dit que c'est vraiment le retour aux études, beaucoup d'étudiants et des choses là. Puis là, on voit que ça descend un peu au mois de décembre avec justement les fêtes et toutes ces choses-là. Donc ça explique probablement un peu de ce que vous faites référence. Oui, sauf que pour le mois de septembre 2022, il n'y a pas eu d'augmentation non plus. Si vous comparez, vous voulez dire de octobre, de août à septembre 2022? C'est lorsque je compare les deux courbes. Oui. De 2021 et 2022, je vois qu'il y a une grosse différence. Puis je me demandais si vous aviez analysé à savoir qu'est-ce qui était la cause de cette courbe-là en 2021. Je ne peux pas dire qu'on a analysé, mais peut-être qu'on n'est pas... En fait, 2021, c'est le début du projet pilote aussi. Donc, en juillet, août, septembre, on fait beaucoup d'ajustements. La clientèle est en train de créer son compte puis de commencer à utiliser le système. Fait que là, déjà, comme cette courbe-là des premiers mois, c'est vraiment, à mon avis, là, ça vient de là, parce que c'est un nouveau projet, les gens commencent à l'utiliser tranquillement, puis avec les ajustements qu'on fait à chaque semaine, des fois,
pour améliorer l'efficacité du système. Les gens le comprennent aussi de mieux en mieux. À chaque semaine ou à chaque mois, ben, à ce moment-là, ça vient augmenter l'achalandage. Donc, vraiment, cette courbe-là de 2021, je pense que c'est la raison pour laquelle on voit cette augmentation-là. Puis après ça, ben, en 2022, on a toujours fait des ajustements puis vérifié comment on pouvait améliorer le système. Mais en 2022, on a fait des moins gros changements parce que c'était moins nécessaire. Puis c'est là je pense qu'on voit un nombre de trajets qui se stabilise un peu plus. Là. Ouais. D'accord, merci. Je pense que ça explique pas mal. Puis c'est encourageant de voir que 2022 est pas mal stable. Puis espérant que ça va augmenter dans l'avenir. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Notre prochaine présentation, c'est présentation de plan de croissance, transport en commun avec Jérémy Aubé. Bonsoir, M. Aubé. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers et les gens à la maison. Donc, merci de prendre le temps ce soir de nous écouter pour présenter notre plan de croissance par rapport au transport en commun, puis notre vision future pour encadrer le transport en commun dans la ville de Dieppe. Donc, l'objectif de notre plan, c'est de développer justement un plan et une vision pour encadrer le futur du transport en commun dans la ville de Dieppe, puis également pour cerner, je dirais même valider les besoins pour appuyer une croissance adéquate de notre service de transport en commun dans l'offre globale de mobilité de la ville, puis aussi pour répondre à la demande des citoyens, puis de soutenir une approche proactive, puis tout ça pour cadrer dans le concept d'une résidence est égal une auto. Donc, ce que je veux dire avec ce concept-là, dans le fond, c'est qu'on vise à offrir aux résidents une alternative à l'automobile qui est à la fois abordable et fiable pour leur déplacement dans la ville de Dieppe. Donc, le pourquoi de cette vision-là ou ce plan de croissance-là, premièrement, la demande des citoyens. Donc, on a beaucoup d'échanges de façon ponctuelle avec nos citoyens, que ce soit par l'entremise des médias sociaux, conversations plus ou moins directes, commentaires d'usagers fréquents. Ça nous donne un peu un fil conducteur pour nous amener à comprendre c'est quoi les demandes et les besoins de nos citoyens en termes de transport en commun. Puis, ça vient appuyer un éventail de choix et de possibilités en matière de mobilité dans notre ville. Au niveau de l'immigration, puis de l'immigration et de la croissance de la population, donc la région, comme on sait déjà tous, c'est une destination prisée pour nos immigrants. Donc, les immigrants qui arrivent à la ville de Dieppe ont des attentes par rapport au transport en commun et à l'offre de services qu'on a par rapport à ça. Donc, on veut viser à rencontrer ces attentes et ces besoins-là pour nos gens qui arrivent de l'extérieur. Puis, également, simplement, au point de vue de croissance de population, si on a une croissance de population, on peut quasi automatiquement penser à une augmentation du besoin de services du transport en commun dans la ville aussi. Au niveau d'une ville éco-responsable, donc avec une augmentation du service du transport en commun, ça encouragerait la réduction du nombre de voitures sur nos routes, dans notre réseau routier. Donc, une réduction également des gaz à effet de serre, aux émissions de gaz à effet de serre. Au niveau du développement résidentiel futur, donc une augmentation du service de transport en commun nous permettrait de servir de façon adéquate en termes de mobilité les zones à haute densité résidentielle dans la ville, que ce soit existant ou futur. Au niveau d'augmentation du coût de la vie, mais c'est certain que le transport en commun demeure une alternative plus économique pour les ménages à faible revenu, donc une alternative plus économique que l'auto pour les ménages à faible revenu. Puis, je pense que ça, c'est un point qui est particulièrement important, c'est le service essentiel. Ça a été relevé, je pense, pendant la pandémie de façon globale à travers la planète, que le transport, c'est un service essentiel. Ça permet à nos citoyens de se déplacer pour travailler, étudier, subvenir à leurs besoins primaires, pratiquer leurs loisirs, puis ainsi maintenir un niveau de vie adéquat ou un niveau de qualité de vie adéquat, je devrais dire. Donc, je pense que c'est un point qui est vraiment important dans le pourquoi de la chose. Puis, finalement, la stabilité de l'offre de service, du service de mobilité. Donc, pour être capable de peut-être, suite à différents commentaires qu'on a reçus de la part des citoyens, d'avoir une certaine stabilité de l'offre. On a différents projets pilotes qui sont en cours. Puis, je pense que le but ultime de tout l'exercice, c'est d'éventuellement avoir une offre plus stable puis plus constante de nos services de mobilité dans la ville de Dieppe. Donc, pour me faire une mise en contexte de la situation actuelle qu'on a avec notre service de transport en commun,
On a 3 trajets dans la ville de Dieppe. Donc, on peut voir à l'écran, puis je m'excuse, c'est un peu petit, là, un peu dur à voir, là, mais en vert, c'est la ligne 93 qui dessert principalement le secteur de la rue Champlain avec un bout sur le boulevard Dieppe pour ensuite faire une boucle et revenir vers la rue Champlain au travers de la rue Gauvin, du chemin Gauvin. Ensuite de ça, on a la ligne 94 qui est en violet ou en mauve qui dessert principalement la région de la rue Centrale. Puis finalement, on a la ligne 95 qui dessert principalement le secteur de la rue Amiraux avec une boucle sur Fox Creek et Mélençon. Également, en termes de service de taxibus, qui est un peu un complément au service offert par Kodiak Transpo. Donc, on voit à l'écran sur la carte 2 parcours qu'on a présentement dans le parcours Champlain, qui couvre la rue Champlain et le secteur Lorette-Lakeburn, à l'est de la ville. Puis également le parcours Amiraux qui offre qui dessert la rue Amiraux entre le chemin Fox Creek et la rue GF Bourgeois. Donc, en termes de nouveaux trajets potentiels, donc on a 3 nouveaux trajets présentement qu'on cible. Je vais préciser que c'est au niveau conceptuel à ce moment-ci. C'est un peu notre point de départ en termes de vouloir augmenter nos trajets dans la ville. Donc, je vais peut-être aller immédiatement au diapo qui nous présente de façon visuelle c'est quoi les nouveaux trajets. Donc, le trajet A, ça serait une boucle de trajet communautaire. Puis, on passerait par la rue Champlain, le boulevard Dieppe-Nord, chemin Mélençon, pour revenir sur la rue Amiraux, puis faire un genre de boucle. Le trajet B couvrirait le secteur de la rue Charlersville, Lakeburn et Lorette. Puis, on a une certaine redondance en même temps sur la rue Amiraux. Puis finalement, le trajet C, ou C1, pardon, ça serait plutôt à l'est de la ville, où on desservirait la région de la Nouvelle-Aviation, Adelaide-Savoie, boulevard Dieppe, le secteur Belle-Forêt, Fox Creek, Amiraux et Dover. Donc, surtout au niveau est de la ville. Donc, à l'écran, vous voyez une carte sommaire qui présente plus ou moins un genre de overlay, désolé pour mon anglais, la différence, surtout la compilation entre les services existants, qui sont les 3 lignes qu'on avait au début, ils sont montrés en vert sur l'écran, puis les trajets A, B et C1, qui seraient les trajets ultimes qu'on aimerait ajouter à notre réseau, puis aussi avec un genre de jaune ou orange, là, les trajets du taxibus. Donc ça, c'est une carte sommaire qui présentera un peu le résultat final. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un concept, puis c'est certain notre approche aussi va être par phase. Donc, ce ne serait pas nécessairement du jour au lendemain qu'on aurait le résultat total qu'on montre à l'écran, mais c'est juste pour faire comprendre un peu qu'ultimement, on viserait à couvrir le territoire qui est montré sur la carte présentement. Donc, en termes de prévision des besoins, donc c'est sûr que ces nouveaux trajets-là, mais ça va occasionner une augmentation du niveau de service, soit en termes de fréquence. Donc, on aimerait passer ultimement à un service aux 15 minutes aux heures de pointe, puis aux 30 minutes aux heures creuses ou aux heures hors pointe. Puis, en même temps, ça créerait une redondance sur les routes plus achalandées. Donc, on pourrait même imaginer une fréquence encore plus élevée que 15 minutes ou 30 minutes sur les routes achalandées avec l'augmentation de plusieurs lignes, ou je pourrais dire peut-être encore là un overlay ou une compilation de plusieurs lignes sur les mêmes secteurs de la ville plus achalandés ou les routes plus artérielles, plus populaires. C'est sûr qu'en même temps, plus de services, ça équivaut à une augmentation de la flotte de véhicules puis du budget de façon automatique. Puis quand je parle d'augmentation de budget, on parlerait d'augmentation de budget en termes d'immobilisation ou d'équipement, puis aussi au niveau opérationnel, car on aurait plus de trajets, plus de lignes, donc plus en plus de services au niveau opérationnel pour desservir ces trajets-là. Donc, les bienfaits du plan. Donc, premièrement, une réduction de l'utilisation des voitures. Je pense que ça aurait un impact à différents niveaux. Premièrement, sur la circulation dans la ville et principalement sur les routes artérielles. Ça pourrait probablement servir à alléger un peu les points critiques du réseau routier en termes de circulation. Comme je l'ai mentionné tantôt également, une réduction des gaz à effet de serre, des émissions des gaz à effet de serre, étant donné qu'on a une réduction du nombre de voitures sur nos routes. Puis aussi un impact, je dirais, positif sur l'infrastructure en termes de l'état et de l'entretien de nos routes. Avec une réduction de la circulation, on peut espérer qu'on aurait peut-être une meilleure longévité de nos routes. Puis ensuite de ça, il y aurait un impact budgétaire peut-être relié à ça aussi. Je veux souligner à nouveau, en termes de bienfaits du plan, au niveau de l'immigration et croissance démographique, je pense que c'est un point important
pour une des raisons pourquoi on veut amener cette croissance-là du service de transport en commun à la ville de Dieppe. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt aussi, c'est une alternative abordable. Donc, j'aimerais rajouter à ça que c'est pas tout le monde qui devra avoir besoin d'appartenir un véhicule pour participer de façon active à la société. Puis que c'est seulement en offrant un niveau de service élevé ou plus élevé du transport en commun que l'option devient pratique puis convenable, autant pratique et convenable que l'utilisation d'une voiture personnelle pour vaquer à nos besoins en termes de mobilité dans la ville. Donc, en termes de prochaines étapes, comme Luc a fait un peu référence tantôt, on a déjà entamé quelques étapes. C'est encore au stade préliminaire à ce point-ci, en termes de conversation puis planification. Mais on veut procéder à un processus de consultation publique puis de participation citoyenne pour être capable de valider un peu ce qu'on propose. Donc, je pense qu'on a une bonne compréhension quand même des besoins. Puis en ligne avec ces besoins-là, ce qu'on veut, on a établi des solutions proposées qu'on aimerait valider à travers un processus de consultation publique, ce qu'on propose. Puis certainement, ensuite de ça, qu'on a eu la chance d'échanger avec nos parties prenantes, avec d'autres partenaires, avec les institutions, les commerces, les industries, les résidents, on va faire une compilation des commentaires qu'on va recevoir de la part de ces gens-là. Puis on procède à une révision du concept, selon ce qu'on va entendre, selon ce qu'on va recueillir comme information, comme commentaire. Ensuite de ça, on procédera à l'identification de l'infrastructure et de l'équipement qui sont requis pour procéder phase par phase à ce plan de croissance-là ou aller de l'avant. Une planification budgétaire serait attachée à ça. Puis, on aimerait procéder à une augmentation, un début des améliorations dès 2024. Mais pour préciser, quand je parle d'amélioration dès 2024, je pense que ce serait au niveau d'un retour à un niveau de service pré-pandémie, dont notamment des services peut-être le week-end. Donc, Luc l'a mentionné un peu tantôt dans sa présentation, qu'on a déjà des pourparlers avec Kodak Transport pour être capable de voir ce qui peut être fait dans l'immédiat. Puis ensuite de ça, ce qui pourrait être fait plus à long terme. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Merci de la présentation. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Oui, j'ai Madame la conseillère Boudreau. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est une présentation que j'attendais depuis longtemps, que je suis vraiment contente de voir. Je soutiens votre approche proactive, puis je suis d'accord, c'est un service essentiel qui doit être à la ville de Dieppe. Les transports à la demande, oui, ça a aidé. On a vu une compréhension de où on veut aller avec notre ville. Mais je pense que c'est surtout un complément à les trajets fixes. Puis je pense que ça a été prouvé partout. Les gens qui viennent d'ailleurs, ils sont habitués aux trajets fixes. Puis c'est plus facile et accessible de voyager avec ça. Puis ma question serait par rapport à... Là, on a 3 lignes qui s'ajouteraient. Puis, j'ai essayé de me visualiser aussi, de prendre le trajet, voir, OK, là, si je vais aller au IGA ou si je vais aller au Parc Rotary, c'est plus facile maintenant de se déplacer. Est-ce que, là, avant, on avait comme point de connexion d'autobus, c'était vraiment la place Champlain. C'est là où on connectait à tous les autres réseaux dans la ville. Là, maintenant, on aura comme des nouveaux points de connexion qui vont être entre les lignes, comme là, je voyais la ligne C1 avec B, puis il se connecte avec la A, puis en plus, ça connecte aussi avec la 93. Donc, est-ce qu'on va avoir comme des genres de hubs, on va avoir comme des plus gros abribus, des bancs, des poubelles à proximité, de l'affichage visible avec comme la map de la ville, les réseaux et tout ça. Est-ce qu'on a déjà trouvé les endroits où que ça serait bien de mettre ces petits hubs de connexion? On n'a pas ciblé encore les endroits exacts, mais on a certainement parlé de ce besoin-là. Puis on a une conversation préliminaire justement avec Kodak Transport. On exprime notre désir de vouloir avoir des nouveaux points de transfert. Peut-être pas nécessairement au même niveau que ceux-là à CF Champlain, mais de vouloir avoir la chance de donner aux utilisateurs de justement différents endroits dans la ville de façon stratégique la possibilité de faire un transfert sur différentes lignes. Donc oui, assurément, ça fait partie de l'analyse qu'on va faire, mais on n'est pas encore rendu à l'étape d'avoir identifié physiquement ça va être où ces endroits-là. Je pense que ça va être
une chose importante aussi pour faciliter on va dire les utilisateurs de pouvoir l'utiliser puis se sentir bien à l'utiliser, de voir, OK, mon projet de trajet, il arrive dans 30 minutes, ou bien identifié où je peux me connecter à la prochaine ligne, faire sûr que tu débarques au bon endroit pour prendre l'autre trajet. Il va falloir faire sûr que ces endroits-là sont bien identifiés sur la map. Oui, on a aussi parlé de façon justement à ces mini-points de transfert-là, je peux les appeler comme ça, de comment on peut informer les gens. Donc, de pas seulement avoir un endroit, je dirais, dans le réseau où on peut voir toutes les possibilités de transfert, mais qu'on soit capable à différents endroits de bien informer les gens, puis qu'ils peuvent facilement utiliser le réseau d'un bout à l'autre de la ville. Merci beaucoup. Merci. Madame Leboutillier. Merci beaucoup. Ben, moi aussi, c'était vraiment une belle présentation. C'est très excitant de voir qu'on va regarder, analyser, décortiquer un peu, demander à nos citoyens. Puis, je suis convaincue aussi qu'on va faire probablement l'analyse de, au moins, parce que c'est beau offrir un tel, mais ça a quand même un tel coût qu'on est limité d'un tel budget. Qu'est-ce qu'on veut quand même offrir? Puis, lorsqu'on se compare avec les municipalités, bien, il devrait avoir un coût raisonnable qu'on devrait être capable de budgéter pour offrir un service. Ce que j'aimerais voir et qu'on regarde, surtout parce qu'on se laisse ouvert à l'innovation et à tout, lorsqu'on planifie dans le futur, ça serait de voir aussi, parce qu'on parle Kodiak Transpo, mais ça regardera à quoi Dieppe d'avoir notre propre flotte. Hein? Fait que ça, j'aimerais que c'est quelque chose, pas j'aimerais, mais que je pense que tous, on aimerait c'est quoi ça? Est-ce qu'il y aurait des coûts? Est-ce qu'on est capable de sauver? Est-ce qu'il y a des bénéfices, des avantages? C'est quoi les solutions, les différentes alternatives? Et là, avec les infrastructures, les outils, puis notre plan à long terme, ça serait vraiment... Cet ajout-là, il me semble que ça serait nécessaire si on veut regarder où on veut aller dans tout le transport en commun. Si je peux commenter là-dessus un peu, c'est certain que j'ai eu la chance d'échanger un peu avec Luc à ce sujet-là. Je peux dire que c'est sur notre radar. C'est une analyse qu'on veut faire. Puis qu'on veut regarder c'est quoi justement les alternatives disponibles par rapport à ça. Mais oui, c'est bien noté. C'est un très bon point. C'est quelque chose qu'on va regarder éventuellement. Puis voir c'est quoi les avantages ou les désavantages d'un tel système. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, j'ai question du conseiller Lantaigne. Merci, Monsieur le maire adjoint. Merci pour la présentation. Question rapide. Avec l'expansion de la ville suite à la réforme municipale, est-ce qu'on a des plans de desservir le secteur de Greater Lake-Burn, que ce soit avec le transport en commun ou avec le transport à la demande? Ça a été discuté, puis je pense justement, c'est un point que j'ai peut-être moins, j'aurais mis l'emphase dessus pendant la présentation, mais le transport à la demande devient une solution vraiment intéressante pour les zones de densité résidentielle qui sont basses. Donc oui, ça fait partie de l'analyse aussi de voir comment on peut desservir le nouveau territoire annexé, puis trouver à travers cette analyse-là, c'est quoi la meilleure façon de desservir le territoire, que ce soit par le transport en commun ou le transport à la demande. Enfin, merci. Oui, merci. Bon, alors, c'est toutes les questions que je vois. Alors, je vous remercie pour la présentation et je dois dire que je suis vraiment content de voir qu'il y a de l'amélioration qu'on met en place. Puis, je pense que la question du coût, je crois que si on a un bon service, les gens vont être prêts à payer. Si on n'a pas de bon service, bien, il n'y a personne qui va vouloir embarquer. Puis, alors, je pense qu'on est dans la bonne direction, puis il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est tous les sujets qu'on a ce soir. Alors, bonne fin de soirée tout le monde.